Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Émilie Lalande, artiste chorégraphique. Après un parcours d'interprète, notamment pour le ballet Preljocaj pendant plus de 10 ans, Émilie fonde sa compagnie Impromptu et axe son travail sur la jeunesse. Elle y développe une écriture du geste, musicale et poétique, qui mêle techniques classiques et contemporaines, mais aussi un savoir-faire pour des décors féeriques ancrés sur le détournement d'objets. Émilie présente un classique revisité, Petrouchka ou le choix de Lubushka, du 10 au 20 décembre à la Maison des Arts de Créteil. On l'écoute avec joie. Bonjour Émilie. Bonjour Dorothée. Comment ça va ? Ça va, on va dire un peu stressée, mais ça va. Un peu stressée parce que tu viens directement de Suresnes, où ce matin, un spectacle jeune public c'est ça. A pris possession des lieux. Oui, pourtant c'est une pièce qu'on tourne depuis 10 ans. Enfin, pas 10 ans en continu bien sûr, mais elle existe depuis 10 ans. C'est Pierre et le Loup, c'est celle qui a fait connaître la compagnie. Mais j'ai toujours ce petit stress surtout quand je suis pas là, de savoir comment ça se passe, quoi. Et Pierre et le Loup, c'est la création qui t'a lancée. Oui, c'est celle que j'ai fait, mais par hasard, vraiment par hasard. Parce que chez Angelin Preljocaj, on a la possibilité de faire des cartes blanches. Et je m'étais inscrite. Mais je sais pas, ma candidature n'a jamais... mon mail n'a jamais été jusqu'à Carole Rodolphy. Carole Rodolphy qui est la directrice du Pavillon Noir. Toi-même, tu as été danseuse-interprète pour le ballet Preljocaj. On va bien entendu en parler. Et puis elle me dit qu'elle était désolée, mais pour se rattraper, elle me dit qu'il y avait un créneau jeune public de Gilles Verriep qui devait être joué au Pavillon Noir, mais il s'est désisté, il avait un empêchement. Et elle m'a dit, mais donc, il y a ce créneau-là qui existe. Par contre, ça ne sera pas sur le plateau, ça sera dans le grand studio là-haut, avec des conditions un peu restreintes. Par contre, il faut faire quelque chose pour les enfants. Donc, évidemment, je n'avais pas envie de laisser passer cette opportunité. Et puis, en parlant avec mes amis, danseurs, tout de suite, on s'est penché sur le conte de Pierre et le Loup, parce que aussi, en tant que danseuse, j'avais traversé Roméo et Juliette, donc Prokofiev. On l'avait beaucoup entendu et j'adore tellement cette musique que ça me semblait logique de continuer avec ce musicien-là. Et Pierre et le Loup, oui, je connaissais la musique, mais pas forcément le conte. Et en fait, c'est Marius Delcourt, notre chargé pédagogique, qui est danseur dans ma compagnie. C'était comme une évidence en fait. Lui, c'était le loup. Mon chéri, c'était Pierre. Voilà, et ainsi de suite. Tous mes amis autour de moi, je les voyais vraiment comme des acteurs de cette pièce-là. Donc ça a été très facile, mais assez facilement, on a pu trouver une histoire, une trame, un fil rouge avec... j'aime beaucoup le détournement d'objets, donc c'était pour moi une chance aussi qu'on me dise finalement t'es pas sur le plateau et t'es là-haut. Et je me suis dit bon, ok, alors je vais tout transformer. Ça veut dire qu'il y avait un studio qui a une cloison qui permet d'avoir 2 studios. Je l'ai utilisé pour faire tout mon décor au scotch qui représente un arbre, une haie et une maison. Et comme au fur et à mesure de la pièce, on ferme cette cloison, on arrive dans le paysage de Pierre et le Loup, comme si un enfant aurait pu, avec un gros marqueur, faire son dessin pour s'imaginer son conte à lui. Cet exercice qui a allumé finalement ton parcours. Qui a commencé et puis qui a fait que j'ai continué sur cette lancée-là, de toujours me dire que on peut trouver plein de solutions sans forcément trop de moyens, et vraiment d'aller chercher dans l'imaginaire de ce que l'enfant fait tout le temps en fait, dans sa chambre, avec des draps, il va s'imaginer un château, avec des couettes, il va pouvoir se transformer. Nous, on l'utilise beaucoup dans le carnaval des animaux. Avec les couettes, on transforme... alors là, c'est une grande planche qu'on transforme en igloo. Et puis cette couette va nous servir pour faire les ailes du cygne à la fin. Enfin, j'aime vraiment pousser au maximum l'utilisation de l'objet et de le détourner
infiniment. Pierre et le Loup, c'était la première fois que tu te retrouvais du côté de la chorégraphie, de la Mhm. mise en scène. Et aujourd'hui, comment on se présente? Danseuse, chorégraphe, metteur en scène, Alors, costumière, c'est pas vrai. scénographe. Je mens un petit peu. C'est pas ma première pièce. C'est ma première pièce pour le jeune public. Mais j'avais commencé à créer quand j'étais au Cannes Jeune Ballet sous la direction de Monique Loutière. J'avais fait un quatuor qui s'appelait Illusion et qui, là, m'a donné un petit déclic. C'est que je suis partie du Cannes Jeune Ballet parce que c'est juste 2 ans. Qu'après, j'ai fait le ballet d'Europe et puis Angelin. Et elle m'a rappelé peut-être 1 an après que je sois partie pour me dire qu'elle voulait programmer ma pièce qu'elle avait vue, Illusion, pour le Cannes Jeune Ballet. Donc en fait, je revenais en tant que chorégraphe là-bas pour remonter ma pièce. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, c'est ça être chorégraphe. En fait, on peut faire quelque chose et puis on nous appelle et on nous dit, tiens, est-ce que tu pourrais remonter ta pièce là? En plus, si c'est comme ça, en fait, ça va, parce que j'ai pas besoin d'aller me vendre, entre guillemets, parce qu'on m'a déjà reproché que je ne savais pas me vendre, mais j'aime pas ce mot, j'aime pas cette manière d'être et de devoir faire. Et voilà, et je me suis dit, bon, bah, si c'est aussi, pas simple, mais aussi facile et serein que ça, d'être chorégraphe, bah, je poursuis, en fait, parce que j'en ai plein des idées. Je suis un peu, surexcitée d'idées. Et alors, est-ce que sur la durée, c'est aussi simple que cela d'être chorégraphe? Non, surtout avec 2 enfants en bas âge qui ne vont pas à l'école parce qu'on est tellement tournés qu'ils font l'école à la maison. Et ça, j'avoue que c'est une grande chance. Et maintenant, je dis pas que c'est un choix maintenant. C'est un choix de vie. Oui. C'est une aventure familiale Ouais, que tu portes avec la compagnie Impromptu, Oui. c'est-à-dire que toi, tu es embarqué dans le projet par la force des choses, mais il y a aussi ton mari. Oui. Enfin, Marie, non, pas du tout. Alors, Mais ton compagnon. Oui, bientôt peut-être, un jour. Ok, c'est un Quand message. on aura de l'argent. Cette compagnie tourne beaucoup avec ses spectacles jeunes publics et vous êtes sans arrêt sur les routes. Mhm. Et les enfants Exactement, aussi. ils nous suivent aussi. Et c'est l'école de la vie, en fait. C'est vraiment, je vois ma petite, c'est une grande réussite pour moi parce que j'ai réussi à lui apprendre à lire à 4 ans et demi, 5 ans. Et ça a été facile. Je pense qu'on se fait une montagne de comment il faut apprendre et avec quelle méthode, etc. Alors que si on est juste à l'écoute de l'enfant, qu'on prend le temps, vraiment de prendre le temps, de trouver des astuces. Moi, je lui ai parlé de l'être amoureuse. Et tout de suite, elle ne sait même pas ce que c'est que l'amour, mais elle a une représentation de moi et de son papa. Donc forcément, ça l'amuse. Et puis du coup, elle va beaucoup plus facilement retenir les choses. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Non, mais c'est parce que c'est aussi ça, être artiste. Je pense que ça fait partie aussi des différentes facettes du métier. C'est-à-dire que, et notamment quand on est une femme, je pense que c'est important de le dire. Ouais. On a des enfants. Ouais. C'est pas, justement, c'est compatible avec la vie d'artiste. Et toi, tu nous le démontres aujourd'hui, Émilie, c'est que c'est possible. On peut être oui. effectivement... Et puis j'ai vraiment envie de montrer cet exemple-là à beaucoup de danseuses qui, par peur de gêner quand on va en tournée, je pense notamment à une amie à moi qui a beaucoup voyagé avec ses enfants dans les bus, tout ça, qui elle, quand même, a du répondant et ne se laissait pas faire, ça a quand même joué sur son moral et ça, c'est pas normal, en fait. Je pense que vraiment, on devrait pouvoir se dire que notre métier, il est difficile, mais comme tous les métiers, mais qu'on peut aussi embarquer nos enfants là-dedans et que c'est juste une organisation, une autre manière de voir les choses. Et là, je vois, quand on est sur un plateau, des fois, ils n'ont pas le droit, mes enfants, d'aller sur le plateau parce que c'est une question de sécurité. Ouais. Je leur explique et ils savent que là, on ne dépasse pas et ils restent... c'est vraiment, un apprentissage. On peut être femme, on peut être artiste, on peut être... mère, on peut être pluriel à plein d'endroits et que tout ça soit compatible, en fait. C'est ce que tu nous dis aujourd'hui. Oui, voilà. Je pense vraiment qu'il faut donner cet exemple-là plus tard parce que de toute façon, en tant que femme, on ne peut pas se sentir épanouie si quelque part je dois aller alors faire ce qu'on me demande et puis après je rentre, j'ai une autre vie parce que c'est un autre métier d'être maman. Non, il faut essayer d'allier les deux. Je dis pas que c'est facile, par contre il n'y a pas de recette, ça c'est sûr, on nous la donne pas et on devrait nous la donner à l'école, je trouve. Tout le monde a la possibilité de faire ce que je fais. Et de s'épanouir pleinement oui. De se dire que la vie que tu rêvais d'avoir, c'est celle-ci. Ouais. Et ça marche aussi, Ouais. Parce que tu es pleinement heureuse, ça marche aussi pour tes enfants. Oui. Et voilà, je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est ça, exactement. Et ton bonheur, il est d'abord lié à la danse? Il l'était, mais maintenant il est vraiment le fait de pouvoir vivre de ma passion avec ma famille partout.
la danse ne me manque pas tant que ça. Alors évidemment, j'aimerais bien danser pour plein de chorégraphes. Hein. Ça reste encore là, ce désir d'être interprète pour d'autres, il est toujours là pour toi? Oui, mais pas forcément des chorégraphes qui font vraiment beaucoup danser. J'ai trop dansé. Enfin, trop. Le corps, il répondrait plus, je pense. Mais non, pour des choses plus théâtrales, peut-être. Ça, j'aimerais beaucoup. Ou faire du cinéma. Mais pas forcément mettre mon corps à contribution. Ou différemment. Moins dans la performance. Même si Angelin, c'était pas du tout quelque chose de... On peut pas dire de la performance, parce que pour moi, il y avait vraiment aussi ce côté très narratif qui m'emportait. C'est quand même très, très physique. D'être passé du classique au contemporain, je vois bien que c'était pour moi tout aussi dur. Donc voilà, déjà que de danser quand je dois montrer les mouvements, en tout cas moi ça me suffit déjà amplement de danser pendant mes résidences, mes temps de création avec mes danseurs. Et donc la danse, elle est arrivée comment dans ta vie? Cette rencontre avec cette discipline artistique? C'est un peu bateau, mais comme toutes les petites filles, hein, très tôt, ma mère me met à la danse parce qu'elle n'a pas eu cette chance. Et puis je me rends compte que ça met de la lumière dans les yeux de ma maman. Pas forcément dans celle de mon papa, parce que je pense qu'il réalise pas trop encore à ce moment-là. Et puis c'était aussi une manière de pouvoir m'échapper avec ma maman quand elle m'emmenait au concours. J'en avais rien à faire de gagner. C'était vraiment pour passer du temps avec elle. Mais oui, pour moi, la danse, ça a été un échappatoire. Et c'est ce qui a donné du sens à ma vie, en fait. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle va révéler de toi, la danse? Parce qu'effectivement, donc c'est un endroit où tu t'échappes, où tu te sens bien, c'est tabulatoire. Oui, et puis elle va révéler de moi ce côté un peu théâtral que je n'ai pas eu la chance encore de montrer à travers, je ne sais pas, une pièce de théâtre ou quoi, mais... Tu le montres à travers tes spectacles? Je le montre à travers mes spectacles. C'était quelque chose que j'avais emmagasiné dans mes gènes. Apparemment, mon grand-père, que ma mère n'a pas connu, Paul Robillard, c'était son nom de scène, il était humoriste, mais il reprenait les sketchs des autres et il était hyper bon imitateur. Donc je pense que quelque part, j'ai ça en moi, et c'est vrai que j'ai été un zébulon jusqu'à mes 16-17 ans. Je suis plus la même que maintenant. Et ça, c'est vrai que je me posais la question de pourquoi ça s'en va, en fait. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus dans l'épanouissement, dans la naïveté de l'enfance, et qu'est-ce qui fait que quand on rit tout le temps, enfin moi j'ai un rire assez spécial, mais je sais que je l'ai perdu. Et... L'insouciance de l'enfance? Ouais, et je me pose la question de savoir à quel moment vraiment... Alors si, j'ai une idée, hein, mais c'est triste parce que quand je suis rentrée dans la compagnie de chez Angelin... Angelin Préjocage. Oui, pardon. Ça devenait pour moi du coup sérieux. Et c'est là où j'ai dû rigoler une fois, parce que c'était les 4 saisons de Vivaldi. Il y avait une énorme corde qu'on devait faire circuler et sauter à travers. Et j'arrêtais pas de rire, mais c'est parce que le rire, des fois, c'est nerveux. Et il y a un des danseurs, un ancien, qui m'a dit « Mais c'est bon, maintenant, il faut y aller. » Et en fait, je crois que ça m'a traumatisée, parce que je venais d'arriver, que voilà, je voulais faire mes preuves. Et à partir de là, même si après, j'ai rencontré d'autres danseurs beaucoup plus sympathiques, ça a été une petite claque, je trouve. Mais au départ, pour toi, c'est un espace d'amusement, la danse. Évidemment que c'est un amusement et qu'il faut que ça le soit. Avec cette dimension théâtrale que toi, tu y ajoutais. Voilà, même si j'ai commencé par du classique et que la discipline et la rigueur, c'est très difficile à contenir. Mais quelque part, je pense que c'est ça qui fait que le danseur classique va pouvoir après être libre de ses émotions sur scène. C'est qu'on l'a tellement bridé, tellement exigé de lui qu'il soit comme ça et pas autrement, que c'est une libération après de plus entendre ses retours et ses corrections à longueur de temps. C'est C'est peut-être aussi parce que le corps sait, et qu'après, à partir du moment où il sait... ça c'est sûr. Surtout dans le classique, on passe tellement par... la musicalité qui est très importante pour pouvoir après oublier les comptes et faire vraiment que du mouvement et lui donner un sens. Ça, dans la danse classique, ça a été une richesse pour moi qui je ne fais que la garder à travers ma danse à moi plus contemporaine, évidemment. Donc ton ancrage, il est résolument classique, t'es formé au conservatoire, tu passes des concours. Oui, j'ai le même parcours, je l'ai dit, je sais plus quand, que Laura Eke, qui est dans ses étoiles. On a fait tout ensemble, en fait. Même les concours, je pense qu'elle s'en souvient pas d'ailleurs. On s'est promis
dans un métro en allant aux Abbesses. Un jour, on devait avoir 10-11 ans. On s'était promis que si l'une d'entre nous réussissait à aller à l'Opéra de Paris, elle ferait en sorte que l'autre puisse y être. Parce qu'on était peu dans ma session. On était 5, je crois, Lucie Blin, Lorena Lopez, Alexandra Villemain, Laura Eke et moi. Et vraiment, je me souviens de cet échange-là. Des échanges qui sont liés à l'enfance. Exactement. Des promesses. Et c'est vrai qu'elle n'est pas très réseau, on la voit pas souvent. Je pense qu'elle n'a pas eu cette chance que d'autres danseuses étoiles ont eu de pouvoir être plus en avant que ça. Tu penses à elle? Je pense à elle, parce que là c'était aussi son départ, il y a 1 an maintenant ça fait. Et puis ça a été très dur aussi pour elle. Je sais qu'elle a perdu son papa, sa maman très jeune. Elle a eu la chance de pouvoir accéder à ça, mais elle y a tellement mis d'énergie depuis toute petite. Je voyais bien qu'en fait, c'était ça ou rien. Même si moi, c'était la même chose, je le ressentais pas de la même manière, en fait. Mais j'ai même pas passé l'examen puisqu'il me manquait 10 cm. Donc, tu es formée au conservatoire. Mm-hmm. Et là, le CRR, tu décides de passer des auditions. Ma mère voit qu'il y a l'école Rosella Hightower, qui était sous la direction de Monique Ledière. Mais ça me paraissait loin, loin, loin. Parce que quand on est à Paris, on ne connaît... Enfin, je pense que c'était le cas avant. Il y avait que l'Opéra de Paris qui comptait, en fait. Maintenant, beaucoup moins. Il y a beaucoup les danseurs sont plus ouverts sur tout ce qui peut être des nouveaux chorégraphes et plus contemporains, etc. Mais moi, il n'y avait que ça. Donc, j'ai fait, en Allemagne, des auditions avec ma mère, tout ça, mais rien ne marchait. Elle t'accompagnait, elle était là de tous les... Oui, tout le temps. Ouais, ça a été dur. Mais vraiment, elle a toujours été là. Mais toi, tu sentais que tu avais quand même des prédispositions physiques? Pas du tout. Des aptitudes? Pas du tout. Tu voulais être danseuse? Oui, mais je n'ai pas le physique pour une danseuse. J'ai toujours triché. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, mais tricher? une bonne danseuse classique, je pense qu'elle sait tricher. Monique Ledière a des jambes arquées comme moi, mais elle a su comment les mettre en valeur, comment les amener. Alors évidemment, elle a un pied extraordinaire. Mais moi, j'ai pas du tout ça. J'ai pas de souplesse, j'ai pas de pied. Mais c'est vrai que pour que Monique Ledière me mette dans le concerto barocco, peut-être au Cannes Jeune Ballet, c'est qu'elle sentait bien que j'avais la technique, je racontais quelque chose. En fait, je faisais tout pour qu'on oublie mon corps et qu'on m'écoute, on sente mes émotions. Est-ce que c'est pas le sort de chaque danseur d'avoir si. des petits défauts de corps qu'on cache, qu'on masque par la technique? Je crois que Nourieff aussi avait pas mal de défauts aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est là où les parents devraient... C'est pas de choisir pour eux, mais il y a quand même cette... tristesse-là quand on sait qu'on veut faire ça et qu'on a, à l'époque, parce que maintenant l'Opéra de Paris quand même a changé sur le regard qu'on porte sur le corps, mais je trouve ça dommage de se dire je pourrais pas atteindre l'Opéra de Paris parce qu'il me manque 10 cm, que j'ai pas vraiment de pied ou j'ai les jambes marquées, de tout de suite être sur une norme, un scanner un standard du corps, au lieu de voir est-ce qu'elle sait bouger, est-ce qu'elle sait tout simplement danser, quoi. Donc tu rejoins Rosella Hightower. Oui. Je rencontre des professeurs incroyables comme Hassen Bahiri, Monet Robier, Monique Ledière. Et... Elle est marquante pour toi? Oui, oui, parce qu'en fait je me rends compte que c'est elle qui a cru en moi en tant que chorégraphe la toute première fois. Et même si on s'est perdu, parce que maintenant elle donne plein de masterclass partout, on se donne quand même de temps en temps des nouvelles par texto. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a compté parce qu'en fait elle est très humaine, elle est très sensible, elle est très sincère, elle est très touchante et elle va donner confiance à chaque danseur dans leur force, mais trouver ce qui va faire de ce danseur sa force, en fait. Et on le cerne pas forcément quand on est à l'école, on veut rentrer dans le moule et faire comme tout le monde, mais en fait elle va déceler ce qui chez toi est plus fort et que tu dois mettre en avant. Et moi je me rappelle de cours classiques avec un accompagnateur qui faisait de la batterie, et c'était juste génial de pouvoir enfin être plus libre dans son mouvement, parce que la batterie elle amène une énergie autre. Et moi, c'est ça que je regrette un peu dans le classique, c'est ce côté un peu rigide, qui, s'il est bien amené, s'il a une technique très ancrée, en fait, on peut s'en libérer et on peut aller dans un côté beaucoup plus libre qui est le contemporain. Donc, de mêler les deux,
C'est très dur, hein. Je sais que de passer d'un répertoire classique au contemporain, c'est très dur. Mais ces danseurs-là, ils sont très rares, mais ils ont une aura et ils sont juste magnétiques, en fait. On peut pas sans... Enfin, Marion Barbeau, moi, je la trouve incroyable. Je l'ai vue en vrai, dans Encore le film de Cédric Clapiche, mais en vrai, sur scène à l'Opéra Garnier. Et je vous assure que c'est encore plus flagrant, quoi. Et donc toi Pardon, je parle beaucoup, en fait. Parlons de toi. Oui, moi. Ballet d'Europe. Oui, Ballet d'Europe sous la direction de Jean-Charles Gilles. Donc ça, c'est juste après Rosella Hightower. Oui, mais alors... Pareil, tu passes... Pas du tout. J'ai encore une grande chance. Et c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, bon, ce podcast, je vais le faire, mais c'est pas intéressant. Et après, je me suis dit, bah si, parce que ça peut peut-être motiver des gens qui n'ont pas de chance aussi à se dire, ok, bah elle en est là où elle en est et ça n'a pas été facile pour elle. Non, alors là, c'est Jean-Charles Gilles, il aime les grandes, les filles qui lèvent les jambes, des coups de pied à n'en plus finir. Et moi, en fait, je suis tombée amoureuse d'un garçon au Cannes Jeune Ballet qui, lui, a été pris au Ballet d'Europe. Et en fait, tous les week-ends, je viens prendre mon petit cours avec lui. Juste parce que, voilà, on passe du temps ensemble. Mais on me fait très vite comprendre que jamais je serai prise parce que je suis trop petite, encore une fois. Et j'ai la chance un jour qu'une danseuse se blesse ou est malade. Et puis Jean-Charles me dit, est-ce que tu veux bien apprendre? Parce que là, on est embêtés, il y a un spectacle bientôt. Donc j'apprends au pied levé. Je passe devant lui. Et je pense que j'ai dû lui plaire, puisqu'après, il m'a proposé un contrat de stagiaire, un CDD, puis un CDI. Et puis voilà, c'est vraiment sur un coup de chance, en fait. J'ai que de la chance dans ma vie, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais non, il y a quand même du talent. Moi, je suis pas sûre, en fait. C'est que des opportunités. C'est des opportunités, mais il faut les concrétiser. Si tu n'avais pas pu apprendre la chorégraphie au pied levé, c'est aussi ça, en fait, la force du danseur qui réussit. C'est souvent des opportunités. C'est l'acharnement du classique. On veut rien lâcher, en fait. Donc, on est là à se dire, bon, ok, là, on me donne ma chance, j'y vais. Et c'est grâce à cette exigence dans la danse classique qui fait que j'ai rien lâché, ça, c'est sûr. Mais après, le fait que ça continue, c'est que des rencontres qui font que j'en suis là. C'est vraiment... Et je mesure la chance que j'ai parce qu'il y a plein de chorégraphes qui ont beaucoup de talent mais qui ne sont pas aussi bien accompagnés que moi, j'imagine, qui font qu'ils n'arrivent pas à jouer là où je joue ce soir à Suresnes, demain à Saint-Omer, à Créteil tout le mois de décembre. Enfin voilà, je mesure la chance que j'ai. Donc, Ballet d'Europe, après Ballet près le Jocage, pendant quasiment 7 ou 8 ans 10 ans. 10 ans même, pardon. Non, je suis très nulle pour les dates, mais comme je sais que c'est 2008-2018, c'est facile. C'est assez simple. Mais c'est parce que Jean-Charles Gilles Angelin a demandé à Jean-Charles de lui prêter ses danseurs pour faire un plus grand nombre de danseurs pour Roméo et Juliette. Et c'est comme ça qu'en fait, je découvre la danse contemporaine. Hein. C'est vous dire que même si j'en avais fait au CRR avant tu peux me tutoyer, CNR. Oui, c'est vrai, Dorothée, pardon. J'ai beaucoup de mal avec le tutoiement. Je l'avais, évidemment, on en avait tous les jours, je crois, du contemporain, mais du contemporain, comme Angelin me l'a mis sous le nez, en fait, j'en avais jamais vu. C'est quoi la différence, en fait? C'est quoi le point de bascule entre le classique et le contemporain? Et le contemporain, selon Angelin, parce que c'est aussi celui que tu découvres à ses côtés. C'est une exigence exactement la même que dans le classique, mais avec une liberté d'interprétation, je dirais, plus animale, plus vraie. Même s'il est très réservé il est très humble, il va pas aller titiller le danseur pour aller lui faire sortir vraiment un état, mais il y arrive par un biais qui fait que on va sortir quelque chose de nous qui nous dépasse, en fait. Et moi, c'est vrai que le Roméo et Juliette d'Angelin, il m'a parlé tout de suite. Et puis, j'ai eu la chance je rentre en tant que stagiaire chez Jean-Charles Gilles, et lui, quand il arrive, il me prend avec la soliste de Jean-Charles Gilles en binôme pour apprendre les nourrices de Roméo et Juliette. Et en fait, Jean-Charles Gilles, je pense qu'il n'a pas compris pourquoi Angelin prend la petite stagiaire avec ma soliste. Tout simplement parce que je pense que j'avais marqué un peu Angelin. Et là, je me dis, c'est la première fois qu'on me remarque vraiment comme ça. Donc après, j'ai été auditionnée chez lui, forcément. Même s'il m'avait vu pendant un an faire sa pièce, qu'il me connaissait, je trouvais ça logique, en fait, que pour lui montrer vraiment que je voulais rentrer dans sa comédie, que je fasse l'audition. Mais évidemment, l'audition, comme par hasard, là, ça marche parce que j'étais pas du tout stressée. Et c'est ça qu'il faut dire aux danseurs, c'est que il faut y aller comme si vous n'aviez rien à perdre et que c'est juste une rencontre, une nourriture à prendre
alors qui peut durer, des fois c'est juste 1 heure d'audition, mais des fois ça dure 2-3 jours. Et voilà, faut profiter du moment. Et c'est là qu'en fait le chorégraphe voit que c'est pas si important pour vous d'être pris. C'est juste que vous prenez plaisir et du coup, on vous regarde plus. Pour toi, c'est ça, c'est effectivement montrer que tu es pleinement dans l'instant présent, dans le plaisir de la situation. Et dans la gestuelle, dans la posture, quand tu passes du classique au contemporain, il y a quoi de différent aussi ? Alors, moi, du classique, j'ai bien fait d'arrêter puisque vers la fin, Monique Laudière m'a dit un jour, parce qu'elle voit mon oignon de pied gonflé, mais à vue d'œil, le triple, qu'elle-même a les mêmes problèmes. Elle me dit, écoute Émilie, je vais te dire un truc, mais il faut faire un trou dans ta pointe pour laisser passer l'oignon. Et du coup, j'ai dansé pendant un bout de temps avec l'oignon qui dépassait. C'était très moche, je devais strapper. Mais là, je me dis, non, mais là, c'est pas possible, en fait. Mes pieds ne sont plus faits pour ça, ça ne fonctionne plus. Ils avaient été tellement malmenés par l'exigence de la technique, oui, etc. Pourtant, j'avais des pointes faites sur mesure, mais c'était trop. Et peut-être que c'était tout simplement pour m'amener vers un autre langage. Et ça me correspondait beaucoup plus, vraiment. Et c'est tout autant difficile d'être sur pointe que pieds nus. Il y a un rapport au sol qui est difficile à voir parce que parfois on transpire, parfois c'est trop ça s'arrête trop sur le mouvement, mais c'est toute une technique à apprendre en fait. Voilà, j'ai aimé réapprendre un langage en fait. C'est une sorte de renaissance à ce moment-là ? Oui, une renaissance parce que dans les yeux de quelqu'un, dans les yeux d'Angelin, je vois que ça match. Je vois qu'il me comprend, je vois qu'il m'aime bien, en fait. Il adhère. Ouais. Il adhère à ce que tu es, à l'artiste que tu es, à la danseuse que tu es. Et puis pour moi, je découvre à travers lui le contemporain, je lui trouve des similitudes, n'importe quoi, mais avec Charlie Chaplin, il y a longtemps, dans sa manière de se comporter. Alors, pas du tout dans le côté humoristique, mais il est très humble, il est très... Voilà, moi, quand je suis rentrée au ballet, j'étais presque amoureuse, mais de la personne, de ce qui dégageait artistiquement. Et j'ai même, quand je repense à... Avant, il y avait des caméras avec des mini-DV. Je dois avoir des dizaines de cassettes où je filme Angelin comme ça, en cachette, pour me faire des souvenirs à moi, sur toutes les tournées qu'on a fait dans le monde entier. Donc voilà, comme j'aimerais un jour peut-être faire des films, je me dis que j'ai peut-être... Il t'inspire ? Ouais, il m'inspire sur sa vie qu'il mène aussi avec sa femme, Valérie Muller. Je lui ai même demandé un jour c'était quoi le secret pour que ça dure et que ça puisse nous montrer que ça marche en fait, parce que même dans le film La La Land, qui pour moi est très beau, mais ça reste ce côté un peu négatif où deux artistes en fait ne peuvent pas continuer à vivre ensemble, en fait, n'ont pas de futur. Et lui, il le fait. Et la réponse qu'il m'a donnée, c'est de laisser l'autre aller où il a envie, en fait. De le guider, de le soutenir, de ne pas être dans le jugement ou de le laisser... C'est donc ça, le secret d'un couple d'artistes qui réussit. C'est ça. C'est toujours une histoire de liberté, en fait. Oui, exactement. De liberté. Et ça se sent dans sa lui, même si elle est très, très exigeante. Il y a une forme de liberté qui, moi, m'a parlé tout de suite. Donc, il t'inspire, t'es au bon endroit. Ouais. Tu te révèles aussi dans son regard en tant qu'artiste. Et puis, il y a cette opportunité qui t'est donnée plus tardivement. Il y avait quand même 10 ans d'exploration. Et dans les 10 ans, c'est pas 10 ans où j'ai eu tout de suite les rôles. Ça a été compliqué parce que j'étais sur une session avec un groupe d'anciens danseurs. Et pour lui, c'était logique de faire encore danser ces anciens danseurs. Et moi, j'arrivais, donc il se disait, elle est jeune, elle va rester beaucoup d'années. Et c'est quand j'ai revu Hassen Bayri, un professeur de Cannes, incroyable, qui un jour, bêtement, me dit « Mais pourquoi dans ton entretien, Émilie, tu lui poses pas la question ?» Et commence à poser la question. Et en fait, je l'écoutais. Je lui ai demandé un jour, en juin, alors que ça faisait plein de créations que je faisais avec lui. Mais tu avais des rôles, mais des rôles de les gargouilles dans Blanche-Neige, par exemple. Suivront 1000 ans de calme, j'avais un trio, voilà. Mais j'étais pas, pour lui, mis en avant comme moi je l'espérais un jour, quoi. Et je lui dis mais est-ce que pourquoi? Et il me dit t'es jeune, t'as quel âge? Et là je lui réponds j'ai presque 30 ans. Et en fait il est tombé, il savait plus quoi me dire. Il pensait que j'avais 20 ans et que j'allais rester longtemps et tout ça, alors que moi j'avais une envie d'être maman depuis très longtemps, que je me dis peut-être qu'il fallait que j'arrête, que voilà, j'aurais pas jamais plus. Et puis du jour au lendemain ça a tout changé en fait.
Voilà, il suffit des fois d'oser demander, et ça a tout changé. Alors, ça a pas... j'ai dû faire mes preuves, hein, mais ma première preuve, c'était Blanche-Neige à New York. Et c'était un super souvenir, un super moment. Et bah là, après, ça a fait que continuer. Mais voilà, j'ai... Donc là, tu as enchaîné les rôles. Roméo et Juliette, Blanche-Neige. Il y a eu Retour à Beratam aussi, qui a moins marché, mais qui m'a marqué, puisque c'était avec des comédiens, dont Nils Schneider et Laurent Cazenave. Et puis Emma, mais ça c'était aussi... Emma, je la connaissais en tant que danseuse. Voilà, Donc là, l'artiste que tu construis, que tu façonnes pendant ces années de ballet pré-jocage. Alors, je me façonne, je m'oublie, je dirais. Parce que 10 ans chez Angelin, forcément on rentre dans sa matière à lui. Et quand on nous demande même d'improviser à une audition ou quoi, on s'est perdu. Alors que ça, c'est vraiment l'impro, j'en faisais tout le temps. Après les cours, je restais dans les studios, je profitais du studio pour me filmer, pour trouver moi, mon mouvement à moi, en fait. Qu'est-ce qui m'anime ? Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on perd quand on est longtemps avec un seul chorégraphe. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ok, les premiers rôles, c'est bien beau. Et j'étais très très contente, mais quelque part ça m'a pas suffi à s'ouvrir ma soif de recherche, de tout le temps, ça m'a pas calmée. Et puis du coup j'ai remonté au fait que bah, c'est vrai que j'étais tout le temps en train de créer, mais même toute petite, hein, c'était déjà dans le salon, je remets le canapé, les meubles et tout ça pour faire ma scéno, et puis faire un spectacle avec mes frères et sœurs. Donc j'ai été repuisée en fait dans mon enfance, tout simplement. Et donc là, tu te dis, bon, qu'il y a cette opportunité de Pierre et le Loup par laquelle on a commencé. Ouais. Pierre et le Loup. Tu as déjà mis un terme à ta collaboration avec le ballet pré-jocage ou tu es toujours à l'intérieur de... Je suis toujours à l'intérieur et c'est très très compliqué de gérer les tournées de la compagnie pré-jocage, d'être dans les tournées et de créer la mienne. Tu as fait ça de manière concomitante, c'est-à-dire que tu étais déjà... Oui, sur nos temps libres, en fait, je calais les dates qu'on me proposait et j'alliais les deux en fait. Et même j'osais des fois... Tu as fait ça pendant combien de temps ? 1 année et demie, je dirais. Et puis Angelin m'a proposé d'être artiste associée à ce moment-là. Et je suis tombée enceinte. Donc ça tombait bien. Il t'accompagne quand même dans ce projet d'artiste associé de création. Ouais. Oui. Il te soutient. Il me soutient. Il me propose aussi sur plein d'autres projets. Là, notamment en juillet, j'ai chorégraphié pour l'Opéra de Munich, pour les danseurs de l'opéra. Non, il est toujours là. Il a toujours un regard bienveillant. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui fait que je trouve ma légitimité, on va dire. Ça te donne des ailes. Ouais, ça me donne des ailes, mais ça me donne... je me sens plus légitime de me dire, ok, en fait, je suis chorégraphe. Parce que dans son regard, je sens que... il croit en toi. Il croit en moi, voilà, tout simplement. Et donc, tu crées cette compagnie, et le point d'ancrage tout de suite, c'est de te dire, ça sera une compagnie pour jeune public ? Pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'en 2013, il y avait un concours les Ibéroclites, et il fallait monter tout le dossier pour avoir la structure. Et moi, j'avais rien du tout, j'avais juste un duo, et c'est tout. Donc, j'ai monté tout le dossier, tout ça, et puis c'est comme ça que la compagnie, elle est née. Mais j'avais personne, j'avais pas de chargé de prod, j'avais pas de chargé de div, j'avais rien. Mais ce qui est un peu le cas de tous les jeunes créateurs de compagnie. Et puis en fait j'ai eu de la chance encore une fois, puisque les personnes qui ont cru en moi, qui ont vu mon travail en fait sont des gens qui ont travaillé chez Angelin et puis qui ont voulu me rejoindre en fait. Donc évidemment je vais pas dire non. et c'est ça qui fait que c'est pour ça que je dis je suis très bien entourée. Et c'est un peu comme Angelin avec Nicole Saïd. C'est un binôme qui fait que c'est là où il est arrivé, parce que c'était une complicité qu'ils avaient, je pense, dans le travail, dans le regard, dans la réflexion, dans les projets qu'ils font porter, qui font qu'il en est arrivé où il en est. Donc toi, aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors il y a un noyau dur quand même, on va dire de 4 danseurs, mais pas permanents. Ça, un jour, j'aimerais vraiment peut-être avoir un lieu et avoir ce luxe-là d'avoir ces danseurs de 10h à 18h pour chercher, pour expérimenter. Non, moi, je n'ai pas ce luxe-là, et c'est ça qui parfois me grise un peu et me tourmente et me dit qu'il faut que j'arrête. C'est que je demande à mes danseurs la même exigence qu'une grande compagnie.
j'ai la chance d'avoir des danseurs incroyables et très professionnels. Et je les remercie vraiment tout le temps beaucoup. Et je les remercie là encore une fois, si j'en ai l'occasion du coup. Mais c'est vrai que c'est des intermittents qui travaillent avec d'autres chorégraphes. Donc, ils passent d'un registre à un autre. Voilà. Et que j'ai... Voilà, c'est un peu compliqué de se dire qu'un jour, peut-être, ça payera. Je pourrais avoir ce luxe-là, parce que c'est ça qui fait que ça m'anime aussi. C'est le grand rêve, c'est ça? Ouais, je pense que c'est un des rêves, c'est d'avoir un lieu. J'ai regardé récemment une interview d'Ariane Mouchkine avec le Théâtre du Soleil qu'elle a créé. Elle a vraiment créé carrément une communauté presque avec ses comédiens, une manière de vivre. Et alors, c'est pas que je veux arriver à ça, mais j'ai envie d'un lieu vraiment où tout artiste confondu, et un lieu aussi pour que le public puisse se dire c'est pas un théâtre fermé toute la journée et ouvert que le soir, un lieu de vie en fait, où il y aurait vraiment des artistes qui seraient en train de peindre, de coudre, d'échanger, une bibliothèque, voilà, un espace où il y aurait toujours du mouvement, un peu comme le 104. C'est vrai que le 104 a un peu cet effet-là, mais peut-être un peu trop grand. Mais voilà, je rêve d'un endroit comme ça c'est sûr. Donc parce que ton port d'attache, il est à Aix. Oui, il est à Aix. Le Pavillon Noir nous prête souvent les lieux. Le Grand Théâtre de Provence aussi. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une chance, mais j'ose pas abuser tous les 2 minutes de leur demander un prêt de studio, parce que voilà, on est tellement nombreux que... Donc moi, j'ai mes danseurs la veille pour le lendemain du spectacle, alors qu'ils ont été danser une autre pièce peut-être 10 jours avant, quoi. Donc je sais que les intermittents, pour moi, c'est des warriors, parce que il y a forcément un travail qu'ils font en amont, dans les trains, chez eux, qui n'est pas rémunéré. Et ça me coûte, parce que même quand je fais répéter mes danseurs, je sais que je ne peux pas leur demander d'être... enfin, je suis exigeante, mais je ne veux pas être chiante, j'allais dire, parce que je sais qu'ils ont une exigence déjà eux-mêmes sur leur propre travail, sur ce qu'ils vont me donner. Et j'ai confiance. Enfin, après, c'est une histoire de bien choisir ses danseurs, mais là, j'avoue que je crois que j'ai un petit flair qui fait que je sais cerner très vite si la personne est déjà humainement... est-ce que ça va matcher? Et puis, voilà, ce côté de la technique. Oui, comment tu les recrutes, tes danseurs? Alors, ça fait maintenant... Ton noyau dur, là. Mon noyau dur, c'est des anciens danseurs d'Angelin, en fait. Avec qui tu as noué des amitiés. Exactement, qui ont quitté Angelin et qui m'ont rejoint. Mais maintenant, pas que, parce que j'ai fait une audition il y a 1 an. Et puis là aussi, pour Petrouchka, ma danseuse est tombée enceinte. Donc, j'ai dû faire une audition. Et c'était génial parce que j'ai donné la chance du coup à tout le monde. Parce que moi, beaucoup de fois en audition, on est venu avec le directeur qui passe sa main juste au-dessus de nos têtes et puis qui me dit, j'avais même pas fait un plié, merci mademoiselle, vous pouvez repartir, alors que j'avais payé mes billets avec ma mère et tout ça. Enfin bon, c'était ce genre d'audition, pour moi, c'est juste horrible. Ça, c'est resté ancré en toi. Ah ouais, ces moments difficiles. Ouais. Ça de juger que sur le physique, en fait, je trouve ça vraiment très petit, mais bon. Et du coup, dans mon édition, moi, je préviens, tout de suite, je ne ferai partir personne. Dans les 5 minutes là, qui vont suivre, même à la fin de la journée, en fait, j'enlève personne. J'essaye d'aller au maximum de ce qu'on peut leur donner dans tout le répertoire qu'on a, et puis d'échanger avec eux, d'improviser. Il y a même, j'aime bien aussi parler, on a juste une discussion, un petit entretien, mais juste pour connaître la personne et pour voilà, essayer au mieux de cerner la personne avec qui j'ai en face, quoi. Et donc aujourd'hui, impromptu, c'est combien de spectacles qui tournent? C'est combien de dates par an? Si on vous donnait des chiffres là qui font tourner la tête. Mais moi, je suis nulle pour les chiffres. Mercedes Pérez serait ma chargée de production. Elle te les chuchoterait dans l'oreille. On est à 36 préachats de la prochaine création qui est inédite, qui sera Le Roi et l'Oiseau. Et ça, j'en suis très très fière. Mais donc là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de spectacles qui tournent. Il y a Pierre et le Loup. Déjà, écologiquement, en fait, j'ai pas envie de mettre une pièce au placard. Ouais. J'arrive pas. Alors, c'est sûr que c'est une organisation pour tout ce qui est décor, parce qu'on a un conteneur et du coup, c'est... Pourquoi tu dis écologiquement? Eh bien, parce qu'on peut pas faire un décor et le mettre à la poubelle et en mettre un autre. Pour toi, c'est inconcevable, ce rythme de créer, de faire disparaître. Ah ouais, non, je peux pas. Enfin, non, c'est pas possible.
Donc tout ce que tu as créé tourne. On essaye en tout cas. Donc Petrouchka, le carnaval des animaux. Wood, qui est un solo avec un arbre fait que de récup de palettes et qui refleurit. J'aimerais bien qu'il tourne plus, mais parce que ça a été dans l'année Covid, donc c'était un peu plus long à diffuser. Mais pareil, j'espère que ce solo aura une belle vie. Mais non, je veux pas mettre de pièces. J'arriverai pas en fait. Et puis je trouve qu'une pièce, elle est, comme dit Angelin, quand on reprend plus tard avec un autre ballet, elle est toujours différente, elle est toujours, c'est du spectacle vivant, donc on a toujours quelque chose à retravailler, voilà, le Pierre et le Loup là, hier je me suis dit tiens, je le verrai encore autrement, donc tu fais évoluer les choses. Ouais. Je trouve ça dommage de figer les... mais même dans les ballets classiques finalement quelque part on fige, alors qu'on pourrait faire des grands ballets classiques plus contemporains, mais qui vivent et qui sont plus actuels en fait. C'est pour ça que d'ailleurs je me suis penchée sur le conte de Petrouchka ou le choix de Lubishka, qui porte le regard sur vraiment la ballerine, parce qu'il n'y a pas d'acte dans ce ballet pour elle. Et je trouve ça tellement fou que voilà, moi c'était un objectif, c'était de remettre à jour ce ballet et de faire une place pour la femme. Donc justement, on va en parler de Petrouchka parce que c'est effectivement le spectacle qui arrive à la Maison des Arts de Créteil. Cette compagnie, ça t'a permis d'être autrice, de chorégraphe, de créer de la matière. Mais ça t'a amené aussi à d'autres endroits, puisque tu t'es investi aussi dans les costumes, dans la scénographie. Ça a développé pour toi un champ des possibles hyper important. Et tu t'es trouvé des prédispositions aussi pour ces territoires-là, de scénographe, de création de costumes, de partir d'objets, de récupération, etc. Ça faisait partie aussi de ton âme d'artiste, tout ça. Mais... Oui, et quelque part, c'est dans mon enfance, certainement, que j'ai dû avoir toutes ces valises, en fait. Ma mère m'a appris à tricoter, et puis après, j'ai commencé à coudre, à crocheter. Les maquettes, j'adore faire des maquettes avant pour montrer aux danseurs ce qui va se passer dans la prochaine création. Mais il y a un côté très plastique. Oui, j'adore mettre en scène, oui, c'est sûr. Mais pour moi, c'est un tout. Du coup, chorégraphe, c'est vrai que c'est que pour le mouvement, mais il faudrait un autre mot qui met tout ensemble, quoi. Je sais pas lequel, mais... Et donc, par exemple, si on prend l'exemple de Petrouchka, comment ça se passe ? À la base, c'était parce que chez Angelin, j'ai tellement raconté d'histoires que pour moi, c'est logique d'en raconter encore, à travers donc Pierre et le Loup, tout ça. Mais ça me paraissait aussi intéressant parce qu'en tant que danseuse, je l'ai traversé chez Jean-Charles Gilles. Alors lui, c'était un Petrouchka complètement un peu futuriste, avec des costumes très... pas du latex, mais presque, avec beaucoup de couleurs vives et beaucoup de techniques et de mouvements tout le temps. Et moi, j'avais envie de traverser cette musique qui était difficile, mais de la traverser différemment. Quand je l'écoute comme ça, franchement, j'y vois un film. Le passage de Petrouchka, pour moi, quand il est dans sa chambre seul, là, moi, je l'ai transposé comme s'il avait une affiche de lui et de son amoureuse, la ballerine, dans sa chambre cachée, et qu'à un moment donné dans le morceau, ça change, ça devient beaucoup plus noir, beaucoup plus surprenant, et en fait c'est parce que le tableau a changé et que ce n'est plus lui qui est à côté de la ballerine, c'est le mort. Et là, il part en furie, et on peut jouer avec ses émotions comme ça, de triste à gai, parce que après on fait venir la ballerine dans sa chambre. Donc toi tu pars de la musique ? Moi je pars de la musique, oui. Parce que c'est vrai qu'en tant que danseuse classique, c'est tellement la base que je peux pas la laisser de côté en étant danseuse contemporaine. Et puis, en ayant traversé les variations de Balanchine qui... voir la musique et écouter la danse. Exactement. Ça fait partie des phrases que tu mets sur ton site. Voilà. C'est vrai que ça donne un sens particulier. Il y a même Ennio Morricone qui vraiment est hyper exigeant sur la musique de son film. Et je crois que dans Il était une fois dans l'Ouest, il veut que la caméra soit au plus haut quand on est au-dessus du range comme ça et qu'on voit au loin le désert. Mais à un moment précis de la musique, parce qu'il dit que c'est là que ça emporte vraiment l'intensité du paysage et l'émotion prend. Et je suis d'accord avec lui, c'est que si ça te colle 1 seconde ou 2 secondes avant ou après, ça ne matche pas. Et c'est ça qu'on trouve des fois dans les impros avec les danseurs, quand on est en recherche de création, il y a une magie qui va s'opérer, un moment de grâce, et c'est celui-là qu'il faut tout le temps
convoqué en fait. On est en permanence en train de rechercher ce qui s'est passé comme magie là. Et j'ai de la chance d'avoir des danseurs qui sont très à l'aise avec l'impro et qui font que je suis une réalisatrice qui va aller juste modifier tel mouvement après un autre, en créer un autre, faire un lien avec celui d'avant, celui d'après, et ça va faire que je cherchais des images fortes qui sont synchrones avec la musique. Oui, voilà. Qui magnifient le potentiel de la musique. Exactement. Et puis chez Angelin, c'est très 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 présent aussi sa musique, le côté partition. L'écriture de la danse. Voilà, donc c'est un bagage que j'ai forcément. Comme il me l'a dit un jour, parce que je sais plus, on sort d'un spectacle et on me dit ça ressemble quand même à du Angelin et tout. Bon, d'accord. Mais je lui ai dit, parce que ça me traversait, ça me faisait un peu de peine qu'on puisse me dire ok, et Emiliano, on allait où là-dedans peut-être. Et il me dit une très jolie phrase mais en fait c'est normal Émilie, parce que tu as porté mon parfum pendant 10 ans. Et forcément, il va s'estomper, c'est normal. Et ça m'a rassurée, quelque part. Je me suis pas dit, je suis une voleuse ou quoi. Ça fait partie de moi, 10 ans, forcément que ça a une empreinte. Mais je sais que de retrouver, là, avec les danseurs classiques de l'Opéra de Munich, mon bagage classique, et de mêler à du pré-jlokagien, ça a encore ouvert des champs des possibles sur ma signature chorégraphique, en fait. Donc, Petrouchka, il y a la musique. Il y a des décors qui sont en papier. Voilà, donc là, donc, pareil, comment tu imagines ces décors? Il y a beaucoup de récupération. Oui, c'est vrai que pareil, je veux que l'enfant puisse s'immerger tout de suite dans un autre monde. Pour moi, quand il y a la lumière qui s'éteint dans un théâtre, c'est juste magique, le silence qui est là. Et si on peut juste déjà les capter dès la première seconde, c'est gagné. Donc, il faut pour moi que ça soit... Je dis pas qu'il faut que ça soit impressionnant avec des grands, forcément, décors et des beaux costumes, tout ça, parce qu'il peut y avoir des pièces très simples. Et d'ailleurs, Pierre et le Loup, c'est ça. Mais là, j'avais envie de retracer le livre, le conte, en fait, que ça parle comme un livre ouvert, en fait. Donc, l'idée du pop-up, elle est venue très vite. Alors, ça fait pop-up parce que les éléments tombent et puis qu'on découvre d'autres choses. Et puis, ça nous a aussi amené à travailler sur le pliage du corps. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer d'être un origami? Alors, on a fait plein de recherches avec les danseurs. Tout n'est pas resté, évidemment, mais ça a été hyper intéressant de voir ce qu'on peut faire sur un bout de papier. Est-ce qu'on peut le transmettre sur le corps du danseur? Et le corps du danseur est tellement incroyable et infini que, oui, forcément, il y avait de super belles idées qui naissent, quoi. Donc, il y a des idées d'ouverture, portées par les décors, portées par le corps. Et après, comment on arrive dans la conception finale? C'est-à-dire... Alors, moi, je filme beaucoup. Angelin, pas du tout, mais parce que lui, il a la chance d'avoir une choréologue. Moi, je filme beaucoup, mais parce que j'adore filmer, j'adore le cinéma, et que c'est... Et puis que c'est aussi un mauvais souvenir de danseuse, c'est que... Des fois, Angelin, il va aller chercher une musique, par exemple, et puis il va rester longtemps, et il fait aussi de la musique. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est un danseur, un artiste, il touche un peu à tout, et c'est ça que j'aime bien chercher chez les danseurs, c'est... la polyvalence. La polyvalence, mais aussi des choses que lui-même n'avait pas décelées, et de les mettre en avant dans un rôle pour vraiment le faire sortir de ce qu'il a l'habitude, en fait. Et là, je me suis écartée, du coup. Donc, oui, on parlait des décors. Ouais. Non, et oui. Et Angelin, quand il va demander aux danseurs de refaire, parce qu'il veut juste changer sa musique, je me dis, mais pourquoi il nous filme pas? Et puis après, il met un fond sonore et puis il voit en fait si ça match ou pas. Mais effectivement, je comprends parce que l'énergie d'une musique va aller engendrer un état de corps dans le danseur. Mais c'est peut-être pour ça que, avec le peu de temps que j'ai, puisque je n'ai pas une structure comme lui, je fais ce temps-là, moi, à la maison, jusque toutes mes nuits, où je vais chercher qu'est-ce qui pourrait bien coller avec tel mouvement, telle émotion, tel état, telle idée.
Et ta outil, c'est quoi? C'est des crayons, des feuilles, du papier, des photos, des images, des livres? Oui, c'est tout. C'est ma machine à coudre, c'est mes bouts de bois qui traînent dans mon garage. Ça peut être même dans la nature, en fait. S'inspirer vraiment de ce que la nature nous offre, ça inspire forcément mon quotidien de voir, je sais pas, les embranchements infinis d'un arbre, comment ça se tient tout seul parfois alors que la branche est cassée mais qu'elle tient, comment moi je peux donner cette illusion-là dans mon spectacle pour donner cette fragilité. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais j'essaye de cultiver l'émerveillement. Ça, c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants. C'est un livre, d'ailleurs, que je recommande à tous les parents. Et c'est ça qui fait qu'après, en fait, on n'est pas à la recherche de... Il s'appelle comment, ce livre? Cultiver l'émerveillement D'accord. de L'Écuyer, Okay. Madame L'Écuyer, puis je sais plus son prénom. Et c'est ça, c'est juste prendre le temps de se dire que tout est autour de nous. Tout. Si on a peur de plus avoir d'idées, en fait, il faut juste prendre le temps de regarder comment marchent les choses naturellement. Et voilà. Et donc, c'est cultiver c'est essayer de se remettre dans la peau d'un enfant, regarder les choses avec ce regard d'un enfant. Parce que c'est ce que tu veux donner à voir aussi, c'est recréer l'émerveillement dès les premières secondes d'un spectacle. Bah oui, même pour les grands, en fait, c'est de retrouver leur âme d'enfant. Parce que c'est ça qui reste en souvenir dans notre vie. C'est nos premiers moments où on a découvert telle chose. Voilà, je pense que la danse peut permettre ça. Parce que c'est ça, faire un spectacle pour enfants, c'est d'être dans cette posture-là. Alors, je me mets pas dans une posture où je vais faire un spectacle pour les enfants. Bon, ça va, je fais quelque chose qui fait 3 mouvements et qui fait un peu rire. Non, alors ça, je supporte pas. Mais parce qu'en fait, en tant que danseuse, j'ai tellement fait de spectacles exigeants que ça ne me viendrait même pas l'idée de créer un spectacle sans cette exigence-là. Parce qu'on peut faire un spectacle pour enfants en étant très exigeante. Oui. C'est ce que tu fais. Oui, voilà. Et puis en plus, même pour mes danseurs, ça serait pas intéressant. Et je sais qu'il y a plein de spectacles qui m'horripilent parce que c'est pas ce que j'imagine pour le spectacle d'enfants. Je veux pas les infantiliser, je veux pas les rendre bêtes en fait. Il y a assez de dessins animés qui font ça. Là, si on a la chance dans un théâtre de pouvoir juste les émerveiller avec rien des fois, c'est plus juste pour moi, c'est plus nourrissant pour eux, leur imaginaire à eux. Et c'est vrai qu'on dit qu'on a un petit mot valise de spectateur, parce que vraiment c'est nos spectateurs de demain, donc il faut aiguiser un peu leur regard, il faut savoir leur donner les clés pour pouvoir commenter, pour savoir aimer, mais pourquoi j'ai aimé. Ça, c'est souvent dans mes ateliers, on fait 2 groupes, et généralement après on se pose des questions sur le groupe qui vient de passer. Et ils sont tous là, ah oui, moi j'ai bien aimé parce que j'ai bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé. Et je leur dis, mais pourquoi tu as aimé? Et de mettre des mots sur ce qu'ils ont vu et pourquoi ils ont aimé ça, c'est très difficile. Alors, je sais que maintenant, il y a beaucoup de temps là-dessus. Mais je pense que c'est pas encore assez appuyé pour juste prendre le temps de savoir ce que moi, ça m'a fait dans mon corps. Et ça va pas être la même chose pour mon copain à côté. Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger et d'analyser. Tu dis oui, on fait des décors avec peu de choses, mais finalement, ça donne des très belles choses et de grandes choses. Mais c'est avoir des trouvailles, c'est ça. C'est détourner des objets. Ouais. En tout cas, c'est mes enfants, forcément, qui m'inspirent tout le temps, puisque c'est une planche, les planches Wobble, qui est une planche incurvée, qui m'a donné l'idée de faire ça en plus grand pour le Carnaval des animaux. Et en fait, ça me paraissait logique dans le sens où il fallait écologiquement que je parle dans mes spectacles de l'écologie, mais pas à vouloir insister sur vite, le climat, il faut faire bouger les choses, mais juste de leur montrer simplement, en fait, avec un fil conducteur, il y a un personnage qui a un coucou sur la tête, forcément ça nous rappelle le temps qui passe, et voilà, mais sans aller appuyer qu'il faut y aller vite, quoi. Et il est là, il nous emmène de continent en continent, et que cette planche, elle va aller sur toutes les tranches. Ça veut dire qu'un coup elle est igloo, un coup elle est sur la face et elle va se transformer en arène et on va pouvoir inviter le carnaval, la danse macabre de Saint-Saëns que j'ai rajouté au carnaval des animaux pour développer encore plus son carnaval qui est toujours un peu court. Et d'ailleurs on me dit toujours oui tes pièces elles sont un peu courtes, mais oui mais c'est la musique, elle est pas plus longue en fait. Mais voilà, j'essaye maintenant d'aller piocher dans le répertoire aussi pour élargir.
Mais la scéno, oui, j'essaie tout le temps de la mettre dans tous les sens pour voir si on n'a pas loupé une idée ou quelque chose. Donc, Travailler sur la modularité, l'emploi multiple des objets. Ça devient une colline pour les hémiones. Parce qu'il y a aussi ça, il y a cette envie effectivement de porter un discours. Donc il y a la féerie, il y a la magie de l'enfance, il y a les mémériements, mais aussi dans ton approche du costume, des décors, il y a cet ancrage. Il faut penser bien. Oui. Il faut penser malin, il faut penser avec peu de moyens. Même si tu avais des moyens débordants, j'imagine que tu resterais quand même dans une logistique raisonnable. Exactement, et je paierais encore mieux mes danseurs et toute mon équipe. Parce que le monde de la culture va mal, je trouve, et ça fait un peu peur de voir où est-ce que ça peut aller. Donc oui, j'arrive plus trop à faire de pièces, même si je suis pas très politique, tout ça, mais j'arrive plus trop à faire de pièces sans sens, en fait. Voilà. Donc ce Petrouchka qu'on va voir là du 10 au 20, 10 jours de date, incroyable. Incroyable. Donc il y a la musique, il y a les décors. Oui, il y a la musique donc, de Stravinsky qui est telle qu'elle. Il y a un peu de musique électro qui vient en plus, du Gregson. Et puis moi aussi, j'ai fait un peu de musique. Voilà, il y a ce décor qui est féerique. Oui, il paraît. J'arrive pas trop à avoir de recul sur ce que je fais, mais il paraît, oui, ça... Alors évidemment, quand je le regarde, moi, j'imaginais toujours tout plus grand encore, mais c'est déjà très bien comme ça, en fait. Qu'est-ce que tu peux raconter sur ces décors, sur ces costumes ? Alors, sur les costumes, je peux raconter que, pareil, on a été travailler sur le plié du papier. On a essayé de le retranscrire sur le tissu. Donc ça, Marie Verne, ma costumière, est incroyablement riche d'idées. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle a une idée et que j'en ai une, enfin ça match et ça fait que boule de neige en fait. Donc j'aime bien traverser le fait que les enfants vont voir quelque chose en noir et blanc. D'ailleurs c'est petit, les bébés voient en noir et blanc. Peut-être c'est en parlant que je réalise que c'est peut-être ça qui me reste, c'est de voir progressivement tout le long de la pièce que ça commence à prendre de la couleur. Qu'on commence encore plus à s'immerger dans l'histoire. Donc j'ai toujours tendance à vouloir que ça commence en noir et blanc et que ça finisse en couleur. Voilà, j'aime bien cette idée-là. Peut-être c'est les comédies musicales de Jacques Demy, Les Deux Hommes de Rochefort, qui sont toutes en pastel comme ça, qui m'enchantent. Mais j'aime bien retranscrire cette poésie en fait des couleurs et la magie, oui, qui opère parce que oui, les cloisons tombent et font apparaître la forêt et qu'en fait notre Petrouchka, il est beaucoup plus sensible à la nature et qui va donner ce regard-là à la ballerine qui fait que peut-être que c'est toujours plus réconfortant d'aller vers l'argent, mais que la simplicité des choses et le retour aux sources va faire qu'on va retrouver plus facilement le bonheur, je pense. Parce que tu peux redire le pitch de Petrouchka pour ceux qui ne connaîtraient pas cette pièce, mais en quelques phrases. Alors, à la base, c'est tout simple, c'est une fête foraine. Le livret original du ballet classique. Oui, des ballets russes. Voilà, c'est donc une grande fête foraine avec un seul magicien qui fait apparaître 3 marionnettes. Et ces 3 marionnettes sont comme un triptyque amoureux, c'est que Petrouchka est amoureux de la ballerine, et la ballerine, on a l'impression qu'elle est amoureuse du mort, mais pas vraiment. Et sur une confrontation entre le mort et le Petrouchka, le mort va le tuer. Et voilà, j'ai très synthétisé. C'est le livret d'origine. Voilà. Et le tien. Exactement. Et puis c'est donc fête foraine, solo de Petrouchka, solo du mort, et le 4e acte encore avec la fête foraine qui revient et ce fameux accident. Mais je trouvais que c'était très beau parce qu'il y a de la danse, mais il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de circulation de caméra d'ailleurs dans la version que j'ai vue dans les ballets russes. Et voilà, ça m'a tout de suite parlé de moi retranscrire aujourd'hui, avec la consommation qu'on a des choses, puisqu'on commence avec la foule dans les grands magasins. Au lieu d'être dans une fête foraine, on est vraiment là, comme la période de Noël qui arrive, à se bousculer pour aller chercher un objet ou un cadeau pour papa, maman, alors que finalement, peut-être elle n'en a pas besoin et qu'elle préférait peut-être un joli poème ou une place de théâtre ou des choses qui ne sont pas palpables et qu'on pourrait vraiment enrichir notre cerveau. J'ai appris que pour rester jeune, il fallait lire 10 minutes de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre.
J'avoue que c'est vrai que on reste vivant en fait, on reste toujours actif, on reste toujours en réflexion. Et c'est peut-être ça, c'est effectivement les jeunes sur leur réseau, moi je suis déjà dépassée en fait, mais je me dis que quand je serai vieille, si je m'intéresse pas à ça, bah forcément je vais rester dans mon coin et je vais pas être comprise. Donc je suis contre tout ça, tout ce qui arrive, mais il faut quand même rester... Donc toi c'est le monde d'aujourd'hui, je recentre. Le monde d'aujourd'hui, les grands magasins, la surconsommation, voilà. Ça c'est le contexte, voilà, la toile de fond. Ça commence comme ça. Et ton Petrouchka, il y a toujours le trio. Il y a toujours le trio. Forcément, il y a le mais il y a 2 magiciens, il y a 2 vendeurs, parce qu'il y en a toujours un qui va vous dire prenez celui-ci, et puis l'autre qui va vous dire mais non, celui-ci est beaucoup mieux. Et là, c'était plus la petite voix du il est beau, mais vous pouvez avoir ça qui ferait ça en mieux ou pas en mieux. Enfin, de jouer sur la facette du bien et du mal. Et c'est pour ça que je voulais un duo pour les magiciens. Et puis qu'il y a en fait, c'est une rencontre aussi, pareil, dans l'audition. Le danseur que j'avais choisi pour le magicien était génial, sauf que dans l'audition, je rencontre son meilleur ami, mais sans le savoir, et je le prends vraiment en me disant bon, je prends son numéro parce que vraiment j'ai envie de travailler avec lui plus tard, et j'apprends donc par mon danseur que c'est son ami. Je me dis bon alors c'est que c'est un signe, il faut que j'en fasse un duo. Voilà, moi je suis très signe, je suis très la vie nous met sur le chemin les choses, il faut juste ouvrir les yeux pour les attraper quoi. Et donc, il y a un ton quand même qui te caractérise dans tes créations, cette poésie dont tu parles. Il y a quand même un ancrage aussi, il y a quelque chose de très moderne aussi dans les décors. Ouais. Parce que même s'il y a de la magie, s'il y a cette poésie-là, il y a un œil, une patte graphique. Oui, certainement. Moi, je m'en rends pas compte. Mais mon chéri, oui, me le dit de plus en plus. Il me dit, c'est ça, c'est ta signature. Ça, c'est ce que tu Alors, c'est quoi ta signature ? Le fait de, trouver le signe en 2-2 avec 2 couettes et une posture et une déambulation du signe qui fait que on va sentir toute la grâce, en fait, avec rien. Oui, il dit que c'est ça qui fait que c'est ça ma force. Donc, c'est donner à voir des choses merveilleuses avec finalement... avec rien. Avec peu de choses. Oui, avec peu de choses, exactement. Ok. Des petits mots, des grands mots, des choses qu'on n'a pas évoquées qui sont importantes pour toi, que tu aimerais ajouter dans cet espace de parole ? Qu'il faut savoir créer des moments de partage. Là, en fait, pardon, j'ai carrément zappé de dire que le Pierre et Loup qu'on joue n'est pas le même qu'il y a 10 ans. En fait, là, je fais participer le public pour choisir la distribution des personnages. Tellement on l'a joué, c'est vraiment une excitation de voir que les gens sont hyper enthousiastes de faire partie du moment. Et c'est trop beau. C'est trop beau. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans l'introduction, c'est moi qui introduis, je dis comme ça on bascule vraiment dans du spectacle vivant. On pourrait appeler ça du spectacle encore CORPS, plus vivant. Voilà. Des moments de partage, c'est ce que tu veux créer. Oui. Ouais. C'est ce qu'il y a de plus beau. Ton inspiration, elle est dans ton quotidien auprès de tes enfants. Partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est ce que tu dis. Exactement. Le plus beau spectacle pour enfants que tu aies jamais vu. Oh là là, je n'étais pas préparée à cette question. Le plus beau spectacle pour enfants que j'ai jamais vu. Qui t'a donné le goût de faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, c'est pas un spectacle pour enfants, c'est le Lac des Cygnes, tout simplement à l'Opéra Bastille. Quand j'ai vu qu'avec deux bouts de tissu, des très grands tissus, on pouvait représenter l'eau et ces vagues, en fait, sur un plateau. Et c'est un ouvreur qui m'emmène derrière et qui me montre, en fait, toute la machinerie. Et là, j'ai dit, mais c'est incroyable, je veux faire ça. Voilà. Mais non, un spectacle pour enfants... Et dans ton portefeuille de création, le spectacle qui parle le mieux de ton parcours, de tout ce que tu peux faire? Je dirais que c'est Petrouchka, mais peut-être parce que c'est le plus récent, mais il retrace vraiment mon bagage classique et contemporain. Voilà. Oui, parce que la ballerine, forcément, elle incarne voilà. la technique classique. Mais qui finit nu-pied. Elle commence pas en pointe, hein, mais voilà, elle traverse un état de corps qui, en fait, a été mon parcours. Pourquoi il faut amener les enfants voir du spectacle vivant? Parce que c'est juste leur donner beaucoup d'espoir avec ce monde qui nous entoure, qui est juste pas très gai. C'est leur donner une petite lueur d'espoir, vraiment, sur la beauté du monde. Ce que les gens peuvent nous transmettre sur scène. C'est pas la même chose quand on va au cinéma. C'est beaucoup plus froid, même s'il y a du suspense. J'adore, hein, je suis une grande fan de cinéma. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donner de l'espoir. On se met quelle musique, là, juste après cette conversation?
Une petite musique. En ce moment, je suis très Clara Luciani ou Zao de Sagazan. Voilà. Et les musiques de répertoire que tu emploies, celle qui te fait toujours vibrer quand tu la réécoutes, et la réécoutes. Roméo et Juliette de Prokofiev. Très bien. Un grand merci. Merci Dorothée. Émilie pour ce moment avec toi. Merci Donc à toi. rendez-vous du 10 au 20 à la Maison des Arts de Créteil. Merci Émilie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.